Bonjour à tous. Ça fait aujourd'hui un an que j'utilise un iPad Pro 2020 au quotidien dans mon workflow pour créer, jouer, me divertir, etc. Et je pense qu'il est temps pour moi de vous donner mon avis un an après. C'est parti. Bon, la décision pour acheter cet iPad était vraiment du fait que j'adore l'écosystème Apple. Au-delà de ça, on peut dire oui, l'écosystème Apple est trop fermé, etc. En fait, c'est un écosystème qui fonctionne tellement bien, enfin avec chaque produit, entre l'iPhone, le Mac, l'iPad, les AirPods. Et comme j'avoue être assez fan de cet écosystème, je me suis vraiment dit qu'il me fallait un iPad Pro dans mon workflow. Lors du premier confinement, Apple a proposé ce nouvel iPad Pro avec du coup une amélioration au niveau de la puce que l'on retrouve à l'intérieur, une amélioration au niveau du capteur LiDAR avec un deuxième appareil photo. Enfin, il y a eu pas mal d'améliorations un peu internes à l'iPad par rapport à celui de 2018. Et c'est là où je me suis dit que la version 2018 était bien et que la version 2020 était vraiment plus adaptée à ce que je recherchais. Et donc voilà, j'ai sauté le pas et je me suis acheté mon premier iPad Pro. Aujourd'hui, un an après, Apple nous a présenté son iPad Pro nouvelle génération avec la puce M1 que l'on retrouve dans le MacBook Pro et MacBook Air de dernière génération. En plus de cette puce M1 qui rend cet iPad encore plus puissant qu'il l'était déjà, on retrouve aussi un écran OLED, l'écran XDR Retina. L'écran OLED XDR Retina permet d'avoir des noirs éteints, c'est-à-dire que les pixels noirs sont des pixels éteints permettant une plus grosse profondeur sur les noirs et des couleurs telles que les couleurs basiques beaucoup plus vives à l'œil. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur les iPhone 12 Pro et les iPhone 12, donc c'est un écran beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau à l'œil qui permet vraiment d'avoir une qualité d'image plus belle. En plus de cette amélioration, on sait déjà que sur les iPad Pro même d'ancienne génération, on pouvait mettre une carte SIM dedans pour qu'il soit cellulaire. Cela permettait par exemple que si on était en déplacement, en voyage ou autre, on pouvait quand même avoir la 4G. Aujourd'hui, du coup, ils ont mis dedans une antenne 5G permettant dans les pays et dans les villes ayant la 5G de pouvoir directement la capter. Certes, ces modifications peuvent sembler majeures, puisque on se dit une nouvelle puce beaucoup plus puissante, qu'on retrouve dans les MacBook Pro, MacBook Air, un écran OLED, qui est quand même l'écran OLED mixé au 120 Hz, puisque oui, les iPad Pro ont un écran 120 Hz, qui est vraiment un régal pour les yeux, et aussi la 5G. C'est vraiment un ensemble de modifications qui peuvent paraître vraiment énormes par rapport à l'ancien iPad. Mais lorsque l'on voit la puce A12Z Bionic, qui était déjà surpuissante à l'époque, la 4G, l'écran qui n'est pas OLED, mais qui est quand même un super bel écran LCD avec le 120 Hz, on se dit vraiment que cet iPad Pro 2020 T1, on se demande un peu ce qu'il fait ici, puisque c'est bien de mettre une puce aussi puissante, mais sur un iPad on va pas faire de montage vidéo, on va pas faire de Premiere, on va pas faire de Photoshop. Donc là c'est vrai que personnellement j'ai eu un peu de mal à comprendre le choix d'Apple qui se dit ok on va mettre une puce M1 dedans, c'est bien la puce M1 elle est puissante et tout, mais le truc c'est qu'il faut l'utiliser derrière. Ok, pour faire du Lightroom, pour faire du Photoshop ça peut être bien, mais quand on voit que la version Photoshop de iPad ou Illustrator d'iPad est assez limitée, le premier Rush est très bien mais pareil assez limité, on a beaucoup d'animations, beaucoup de presets, beaucoup de choses qu'on peut pas utiliser comme sur un ordinateur, on peut se poser un peu la question de l'intérêt d'avoir un iPad Pro M1 aussi puissant, sachant que le 2020 avec sa puce A12Z Bionic est déjà surpuissant. Bon, maintenant on va clôturer sur ce débat entre l'iPad Pro de nouvelle génération et l'ancien, et je vais vous parler de mon expérience utilisateur de cet iPad Pro. À côté, pour travailler, monter mes vidéos ou faire d'autres choses, surtout quand je pars en déplacement, j'ai un MacBook Pro 16 pouces avec un Intel i9 dedans, donc qui est vraiment une belle machine. En fait, vous voyez cet iPad Pro pour vraiment remplacer ce MacBook pour toutes les tâches un peu de divertissement, aller sur YouTube, Netflix, etc. Parce que, ok, avoir un beau MacBook avec un écran 16 pouces, c'est super, mais le souci c'est que il est très lourd, il est très encombrant, il a le problème, c'est un vrai problème que je trouve sur ce MacBook, c'est qu'il chauffe beaucoup. Donc c'est sûr, quand on se dit ok on a la puissance, clairement un export en 4K je mets pas beaucoup de temps, ou quand je fais des vidéos d'After Effects, c'est pas compliqué à faire et le Mac le fait très très bien. Mais le souci c'est qu'il chauffe, les ventilateurs crient, etc. Donc le soir quand je suis dans le lit, j'ai clairement pas envie d'avoir un radiateur sur mes genoux, surtout que là on arrive dans l'été. Donc c'est pour ça que cet iPad Pro, je me suis vraiment dit qu'il allait me servir pour me divertir dans un premier temps. Et du coup cet iPad Pro est super bien. Donc moi j'ai pris la version 12,9 pouces, donc avec son écran LCD, etc. Pour moi c'est la meilleure taille. Le 11 pouces, je trouve ça très bien, mais je le trouve un petit peu petit. Personnellement j'aime bien du coup avoir une grande taille d'écran, même si 16 pouces c'est un peu trop grand par contre pour trop de divertissement. Et c'est vrai que du coup le 12,9 pouces est vraiment bien pour ça. Certes c'est pas le plus encombrant, il est très léger, il est très fin, donc quand on veut le tenir comme ça pour regarder un film, regarder un stream ou autre, du reste, en parlant de stream, je fais du streaming sur Twitch, si jamais vous voulez me suivre, je l'affiche ici, je fais pas mal de Rocket League, Forza et F1 2020, si jamais ça vous intéresse vous pouvez venir me voir, écoutez ce sera avec plaisir. Au-delà du fait de pouvoir consommer du contenu, on peut lire des articles aussi, avec ePress, avec plein d'autres sites d'articles, et on peut aussi jouer. Donc j'avoue, je l'admets, entre vous et moi, j'ai joué à Ratchet de Legends. Pendant 2-3 mois, j'avoue, j'étais complètement accro, j'y jouais pas mal d'heures par jour. Sur l'iPad, c'était super bien. L'écran 120 Hz fait énormément le travail. Alors j'avoue que sur Ratchet de Legends, c'est pas le jeu où on a le plus envie d'accepter cet écran 120 Hz, mais par contre sur un jeu comme Call of Duty Mobile, là on kiffe cet écran 120 Hz. Le 120 Hz est du coup disponible partout sur l'iPad, dans les menus, quand on navigue, dans les applications. En fait, vraiment, Apple a super bien mis en place cette nouvelle fonctionnalité. Alors certes, il y a certains jeux qui sont encore bloqués en 60 Hz, mais la plupart des applications, style des applications de presse, des applications YouTube, etc.,
etc. Alors certes, YouTube, les vidéos sont bloquées par l'utilisateur en 30 Hz, mais quand on navigue dans l'application, en fait, c'est plus pour de la navigation et pour les jeux qui l'acceptent, où là, vraiment, le 120 Hz fait vraiment la différence. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme la première fois qu'on passe d'une console à un PC, où on se rend compte que le 60 Hz de la console sur notre jeu est du coup très bien, très fluide quand on est habitué, mais quand on passe sur un 140 Hz d'un PC, là, on prend vraiment une claque. Et vraiment, c'est une claque qu'on prend quand... La première fois que j'ai pris l'iPad dans les mains, parce que avant quand j'étais allé dans différentes boutiques pour l'essayer, j'étais en mode ah ok c'est cool, ça bouge bien et tout. Mais au final, t'es dans la boutique, tu vois pas forcément le truc. Quand tu l'as dans les mains et au quotidien, je t'assure que c'est vraiment une sensation un peu différente où on se dit ok, pourquoi j'ai pas eu ça plus tôt? À côté de cet iPad qui est vraiment super au quotidien à utiliser, avec l'App Store, les applications, etc., on a surtout un panel d'accessoires assez énorme. Et je pense que l'accessoire numéro 1 auquel on pense quand on parle d'iPad Pro, c'est l'Apple Pencil. Je vais être honnête avec vous, je trouve pas beaucoup de défauts à cet Apple Pencil, à part le fait qu'il glisse. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que le stylo glisse assez, mais c'est le seul défaut que je lui trouverais. L'Apple Pencil peut s'utiliser aussi bien pour naviguer, c'est-à-dire que des fois je suis vraiment comme ça, en train de naviguer entre les applications avec mon stylo. C'est d'une simplicité, il peut aussi servir à écrire, et surtout, comme je suis étudiant, il m'a vraiment permis de pouvoir prendre mes cours, surtout en période de Covid, où là on était à chez nous, donc j'utilisais du coup mon Mac par exemple pour mettre le cours en visio, et derrière ça, j'avais du coup mon iPad qui me permettait du coup directement d'écrire. Du coup, quand on parle d'écrit, on parle surtout d'applications de notes aussi. Et donc là, c'était vraiment un gros casse-tête. C'est-à-dire quelle application prendre. Il y a GoodNotes, enfin personnellement j'ai pris GoodNotes, après avoir essayé 4-5 applis. Vraiment GoodNotes c'est celle qui m'a le plus plu. En plus, il y a la version Mac et la version iPhone qui permettait de retrouver toutes mes notes partout. Une fonctionnalité que j'adore sur GoodNotes, c'est le fait d'importer des documents. En fait, on peut importer des PDF ou d'autres documents directement dans l'application pour pouvoir prendre des notes dessus ou les compléter. Et c'est vrai que nous, quand on est étudiant, on reçoit pas mal de supports de cours, donc en vrai, tous les supports de cours, je les intégrais dans GoodNotes et je prenais mes notes directement. Ça m'évitait d'ouvrir un Word à côté en prenant des notes, en mettant OK, diapo 15, clac, 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 clac. Ça me permettait juste, en fait, je prenais mes notes ou sinon j'ouvrais une page juste à côté, parce qu'on peut mettre des pages blanches entre chaque diapo, et hop, je prenais mes notes directement. Et c'est vrai que c'était ultra pratique pour ça et ça me faisait gagner un temps monstrueux, surtout lors des révisions, pour éviter de me dire OK, j'ai cette diapo qui va avec ce Word, clac, on met ça dans le même dossier, alors que là non, j'avais juste un truc, je prenais mon iPad et je révisais. C'était super bien. Bon, je vais arrêter de vous parler de GoodNotes parce que je pense que vous allez croire que je suis sponsorisé alors que pas du tout. Mais par contre, la deuxième application, je vais vous en parler, c'est Procreate et ça sert à dessiner avec l'Apple Pencil. Avant que vous posiez la question, je suis nul en dessin, mais vraiment nul en dessin. Par contre, avec Procreate, on peut faire tellement de choses et apprendre le dessin que ça rend ce côté dessiné super sympa et super ludique. Mais je pense que vous avez déjà vu des vidéos de personnes dessinant sur l'iPad Pro avec un pencil blanc. En fait, c'est vraiment ça, c'est sur cette application-là puisque tout le monde l'utilise. Et du reste, après avoir appris à dessiner, donc j'ai regardé des tutos sur YouTube, etc. Parce qu'en fait, c'est assez ludique. Ça s'utilise un peu comme un Illustrator où il y a des outils, on peut mettre des traits droits tout seul. En fait, ça fait beaucoup de choses tout seul et il y a vraiment une assistance au dessin qu'on peut activer ou désactiver. Et un truc qui est sympa, c'est que par exemple, on peut du coup décalquer des formes. C'est comme ça que j'ai créé mon logo. J'ai pris une image du coup d'une paire basket de Air Max 1 et d'une M330, qui sont du reste mes deux premières vidéos, que j'ai du coup décalqué, replacé au bon endroit, mis un rond, etc. Et après, ça m'a permis vraiment de créer mon propre logo avec mes idées. Pour GoodNotes et Procreate, ce sont des applis qui valent assez cher, entre 5 et 10 euros. Après, on a des applications qui valent encore plus cher, comme Affinity, qui est par exemple un Photoshop-like sur iPad. On a plein d'autres applications. Mais en fait, ce sont des applications professionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont un usage professionnel pour des professionnels. C'est vrai que ça fait beaucoup de fois mot professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on voit un pack Adobe qui coûte, il me semble, entre 50 et 60 euros par mois, c'est pas comparable parce qu'on peut pas faire le même nombre de choses, qu'on n'a pas le même nombre d'applications, mais c'est aussi des applications professionnelles. Vraiment que j'arrête de dire le mot professionnel. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que, ok, une application à 10 euros, c'est cher, mais bon, quand on paye un produit plus de 1200 euros et qu'après, on l'utilise au quotidien pour travailler, pour créer, pour designer, au final, on se rend compte que des applications à ce prix-là, c'est pas très cher pour ce que c'est et pour tout ce qu'on peut faire avec. Surtout que cet iPad a un côté où on a envie d'apprendre avec. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, enfin, si, je sais comment l'expliquer, c'est-à-dire qu'on peut faire tellement de choses facilement grâce à toutes les applications de l'App Store. Un truc tout bête, j'avais un meuble de chaussures, parce que comme vous le savez, je suis fan de basket, je voulais créer un meuble pour mettre mes baskets avec des différents displays, des boîtes. J'ai d'abord dessiné ce modèle en 3D, donc grâce à une application. Ensuite, je l'ai mis à échelle, etc. J'ai utilisé le capteur LiDAR, du coup, pour mettre mon meuble dans ma pièce, pour voir que ça passe bien, et pour le créer. Et en fait, tout ça, je l'ai fait, alors ok, j'ai peut-être passé du temps, j'ai dû passer 2-3 heures à le faire, je me suis fait kiffer à faire ça. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre, mais en fait, il y a tellement un côté où tu as envie d'apprendre avec cet iPad, parce que tout de suite, tu fais ta forme avec le pencil, tu mets ta boîte, tu fais rentrer les éléments pour que ça rentre à la bonne taille, tu mets une planche, parce qu'en fait, c'est des boîtes avec une planche tout simplement. Mais il y a ce côté où c'est simple d'apprendre, et donc tu as encore plus envie d'apprendre. Comme je vous ai parlé précédemment du capteur LiDAR, je vais vous expliquer ce que c'est. Le capteur LiDAR est un capteur composé, donc qui est ici, composé de milliers de lasers, qui permet de pouvoir poser une forme en réalité augmentée sur l'iPad.
Ikea a par exemple créé une application permettant de mettre la plupart de ses produits en réalité augmentée dans son intérieur. C'est totalement ce que j'ai fait du coup avec la plante qui est ici, ce qui m'a permis du coup de pouvoir placer ma plante. J'ai regardé, j'ai pris l'iPad, j'ai fait ah ok ça passe bien ici, je l'ai commandé, je l'ai reçu. En fait j'ai aussi fait ça pour pouvoir tester le produit en me disant ok est-ce que c'est vraiment comme ce que j'ai vu, et au final oui c'est vraiment comme ce que j'ai vu, c'est très bien fait. L'avantage c'est que si on met un élément devant, on passe sa main ou autre, bah, il détecte qu'il y a un élément devant qui bouge, donc qui est en mouvement, mais le produit derrière ne bouge pas, alors qu'avant bah, ça buguait, etc. C'est vrai que ce capteur est vraiment super pratique. Et il est aussi super pratique dans l'application mesure. L'application mesure, tout simplement, permet de mesurer d'un point A à un point B, un outil, une table, un mur, etc. C'est vrai que c'est super pratique, et grâce à l'iPad, en fait, le capteur LiDAR, c'est ultra précis. J'ai déjà comparé par rapport à un mètre, on a quelques millimètres d'écart de temps en temps, quand on prend pas bien le point, mais quand on commence à prendre le coup de main, c'est vraiment super pratique au quotidien. Bon, maintenant, on va arrêter de parler du Medsteel et des différentes applications, on va parler du Magic Keyboard, qui est le dernier accessoire que j'ai acheté. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai un avis assez mitigé sur ce Magic Keyboard. Mettre 400 € dans un clavier qui ne protège pas mon iPad, qui certes a le mécanisme ciseau, un trackpad, etc., mais qui ne protège pas, alors que pour moi, une coque de protection, le premier but, c'est de protéger l'iPad. Du reste, j'ai abîmé mon iPad à cause de cette coque. Mais en tout cas, ok, c'est un très bon produit, il est très solide. C'est-à-dire qu'on sent que quand je prends l'iPad et que je peux clairement faire ça sans aucun problème et sans avoir peur que ça tombe, bah, c'est pas négligeable quand même, on va l'avouer. Ils ont mis des aimants, c'est super bien fait, ça recharge, on connecte, il n'y a même pas besoin d'aller dans les paramètres, clavier Bluetooth, etc. Mais bon, ça ne protège pas l'iPad. Le prix est quand même exorbitant, 400 € pour un clavier. Au bout d'un moment, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs pour quelques points positifs. Et c'est vrai que du coup, je suis assez mitigé en me disant, ok, est-ce que c'est un bon achat ou un mauvais achat? Et du coup, bon, je l'ai quand même acheté, bah, comme vous le voyez, je l'utilise encore aujourd'hui. Parce que, bah, au final, on n'a pas beaucoup de solutions autres que ce produit-là quand on veut l'utiliser. Moi, je sais que du coup, je l'utilisais pour mes cours. J'allais à l'école, je prenais mes notes avec, au lieu de prendre mon MacBook. Mais au final, comme on n'a pas beaucoup de solutions, bah, on hésite à l'acheter. J'ai regardé sûrement, je pense, toutes les vidéos YouTube et imaginables sur le produit, toutes les reviews français, anglais, espagnol. Je regardé dans toutes les langues pour être sûr de l'acheter, même si je parle pas toutes les langues, hein, je parle juste français et anglais. Je me suis dit que, bon, ok, je teste le produit, je l'ai testé, j'en suis content. D'un côté, j'en suis content parce que ça répond à ce que je voulais, un clavier. Mais d'un autre côté, j'ai fait tomber l'iPad, ça l'a abîmé, ça l'a pas protégé. Le trackpad, quand je passe du trackpad 16 pouces, qui est vraiment un trackpad de cette taille-là, et que là on passe sur un mini trackpad qui est vraiment petit, où mes doigts, du coup, bah, quand je veux switcher d'appui et tout, c'est assez compliqué. Mais en vrai, il fait quand même très bien son travail. Donc là, ils ont sorti du coup avec le nouvel iPad Pro qu'ils ont mis de camp blanc, ils ont sorti du coup le Magic Keyboard en version blanche, qui pour moi, mais super beau. En vrai, il aurait été en version blanche à l'époque, je l'aurais sûrement pris en version blanche. Mais juste quelques détails, mettre un bord autour, alors peut-être que ce serait un peu plus chiant pour le clipser, le reprendre et tout, mais mettre un petit bord autour, je pense que vraiment ça changerait juste pour le protéger, et élargir le trackpad, parce que si vous regardez bien sur la photo, en fait, le trackpad est vraiment petit, et je pense qu'ils peuvent juste l'élargir un petit peu, le remonter. Après peut-être que techniquement et tout, j'avoue je suis pas du tout technicien chez Apple, hein, loin de là, mais je pense s'ils pouvaient faire un petit truc comme ça, vraiment le produit serait pour moi du coup parfait, puisqu'il manque juste protection, trackpad, et après le reste il fait très bien son travail. Au début, pour l'intégrer dans mon workflow au quotidien, c'était un peu complexe, c'est-à-dire que je me disais telle tâche que je fais sur mon iPhone, maintenant c'est sur l'iPad. Et telle tâche que je fais sur le Mac, pareil, c'est sur l'iPad. Souvent, en fait, les tâches longues, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que les tâches longues, je les fais donc sur le Mac, les tâches courtes sur l'iPhone et les tâches moyennes sur l'iPad. Et on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de tâches moyennes qu'on fait au quotidien. Je vais vous donner quelques exemples, du coup, de ces tâches moyennes. On va appeler les tâches moyennes, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on va les appeler comme ça, que je faisais soit sur mon iPhone, soit sur mon Mac, et que maintenant je fais totalement sur mon iPad. Je pense que le plus gros exemple, c'est pour les mails. Aujourd'hui, on traite tous des dizaines de mails, soit par jour, par semaine, etc. Et c'est vrai que du coup, bah, sur l'iPhone, c'est bien, on a la boîte de réception, on supprime, c'est rapide, mais si on veut les déplacer dans une boîte, y répondre et tout, c'est bien, mais c'est pas assez optimisé, c'est un peu petit, etc. Même si on a l'iPhone Pro Max, c'est cool, c'est grand, mais en fait, c'est juste l'affichage qui est plus grand, c'est pas, on ne peut pas avoir plusieurs boîtes les unes à côté des autres. Et sur le Mac, ok, c'est cool, on le met en plein écran, c'est grand, c'est génial. Mais le souci, c'est que bah, y a pas la flexibilité en mode, bah, on prend le truc, on prend le doigt avec le glisse, tac, on le glisse dans la boîte qu'on veut, on y répond rapidement et tout. Et c'est vrai que ok, tout à l'heure j'ai critiqué beaucoup le Magic Keyboard, mais pour le coup, pouvoir répondre à mes mails en speed, ensuite prendre le pencil, le déplacer, etc., c'est super pratique pour les mails. D'autres tâches que je faisais exclusivement sur mon ordi, alors j'en faisais aussi un peu sur mon iPhone, c'est tout ce qui est, on va dire un peu shopping, on va appeler ça tout ce qui est sur les marketplaces, donc Amazon, Nike, ASOS, quand je veux des vêtements, des baskets, etc. C'est un truc souvent que je faisais, bah, j'allais sur le site web, rapidement, clac, 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 je recherchais ce que je voulais, je mettais dans mon panier, je mettais 25 000 onglets, etc. C'était assez pratique, mais au final,
ça s'essouffle un peu parce que faut sortir l'ordinateur, faut se poser, etc. Alors que là, sur l'iPad, en 2 clics, ça se fait. Si j'ai envie d'arrêter, je le pose, je fais à manger, je fais quelque chose à côté, je le récupère. En fait, il y a plein d'applications comme ça qui sont tellement bien optimisées sur l'iPad qu'on se rend compte que le site web c'est cool, mais que les applications en fait remplacent totalement ça. Maintenant, je vais vous parler en profondeur de l'utilisation de cet iPad pour les créatifs. Grâce à sa puce A12Z Bionic, l'iPad, donc comme je l'ai dit précédemment, est vraiment surpuissant. Ce qui fait que lorsque l'on crée, il n'y a aucune latence, il n'y a pas de chauffe, il n'y a pas de bug. C'est très rare. J'ai eu 2-3 ralentissements en Lightroom quand je traitais du RAW, mais c'est vraiment extrêmement rare que j'ai eu des ralentissements à ce niveau-là. Bon, comme je viens de vous en parler, on va parler maintenant de Lightroom. Bon, clairement, Lightroom, je pense que j'ai pas besoin de présenter l'appli, c'est une application de modification de photos pour JPEG et pour RAW. En fait, l'intérêt de Lightroom, c'est de pouvoir modifier ses photos, aller encore plus loin. Et donc, grâce au Pencil, c'est vraiment très précis d'aller chercher de la modification. Et donc, on apprend très rapidement à modifier une photo plus professionnellement. Alors, certes, on est loin d'être professionnel parce que on a des années-lumière de pouvoir être professionnel, mais on apprend déjà à utiliser chaque outil, à quoi ça sert, etc. Parce que sur l'iPhone, c'est bien, on modifie rapidement sa photo, on met 2-3 presets, c'est beau, ça va sur Instagram. Ça, c'est pratique sur l'iPhone. Mais c'est quand on va sur l'iPad, du reste, Lightroom, j'ai utilisé tellement d'heures sur Lightroom à juste apprendre à modifier une photo, qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil que je ne maîtrise pas encore, parce que pour maîtriser Lightroom, je pense que je suis assez loin, mais que je peux dire que je commence à avoir un bon niveau sur le système. Et comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on modifie une photo en RAW, donc qui est une photo très lourde, qui peut faire jusqu'à 25 mégas voire plus, qui est une photo en fait où chaque élément de la photo est prise indépendamment, permettant de pouvoir modifier chaque couleur et tout sans perte de qualité. Et donc en fait, ce sont des photos très grosses qui demandent une grosse puissance, et là où l'iPad se défend très bien, c'est-à-dire que on n'a pas de chauffe. C'est arrivé des fois qu'on avait quelques bugs, etc. Lorsque, évidemment, quand on fait beaucoup de modifs, au bout d'un moment, ça s'accumule. Évidemment, quand on veut modifier un petit élément, mais des fois de rien, du coup, ça met peut-être quelques millisecondes, quelques secondes à changer. Mais au final, c'est quand même rapide, fluide, et on a vraiment envie de faire beaucoup plus de photographie. En fait, du coup, ce qui est sympa, c'est qu'après, quand on a fini notre photo, on peut l'exporter, ça arrive dans l'application photo de l'iPad. Si on a iCloud Photo, je sais plus exactement comment il l'appelle, et du coup on l'a directement sur notre iPhone, on peut le partager, etc. Enfin, c'est super rapide, et je sais que moi qui fais beaucoup de photos avec mon appareil photo avec lequel je filme, il y a l'option, c'est un Sony, où on peut envoyer directement les photos en NFC, je les envoie sur l'iPad, de l'iPad ça s'envoie sur Lightroom, je modifie mes photos, je les ai, c'est comme ça que j'ai pu faire des photos de voiture, de basket ou autre super rapidement, belle, et en apprenant vraiment à quoi servait chaque outil de l'appareil. Une autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup, c'est Sidecar. Sidecar, je préfère le préciser, ça n'a aucun rapport avec les voitures, il n'y a aucun rapport avec CarPlay ou autre. Ça permet juste en fait que quand on a un Mac de dernière génération ou un peu avant, on peut utiliser notre iPad Pro en écran secondaire sans fil. Pour ça, il faut juste que les deux appareils soient sur le même Wi-Fi et le Bluetooth activé. En fait, à partir de là, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est-à-dire qu'on peut soit décider de l'utiliser en écran secondaire, soit en recopie d'écran. En écran secondaire, c'est simple, les fenêtres glissent de l'une à l'autre, c'est-à-dire que par exemple, on peut être très bien, moi je sais que j'utilisais beaucoup pendant mes cours, où j'avais du coup le cours de mon prof sur un écran et du coup une autre page, une autre fenêtre web, etc. sur mon écran principal. Après, c'est une utilisation, je sais que des fois quand je travaillais, que j'avais du coup un Excel des fois sur l'un et sur l'autre j'avais un web ou Illustrator, enfin voilà, des fois c'était vraiment pratique quand j'ai besoin d'un deuxième écran pour éviter de tout le temps switch de fenêtre pour aller chercher soit une page web, soit un Excel, un Word, enfin vraiment j'utilisais vraiment cet écran de l'iPad, alors je vous montre là parce que je le mettais tout le temps à gauche par habitude, et je l'utilisais vraiment comme écran secondaire où je mettais quelque chose que je n'ai pas forcément besoin, juste que j'ai besoin de voir en même temps de travailler. Et la deuxième fonctionnalité, donc, qui est la recopie d'écran, qui moi me servait beaucoup puisque j'utilise pas au quotidien, mais j'utilise très souvent Illustrator pour la création de logo ou d'images vectorielles. L'intérêt en fait, c'était de pouvoir utiliser grâce au Pencil comme un curseur pour pouvoir faire du dessin vectoriel. Ce qui me permettait du coup d'utiliser en fait cet iPad comme une tablette graphique. Bon, je pense vraiment avoir fait le tour de toute mon expérience sur l'iPad. Vraiment, il s'est super bien intégré dans mon workflow au quotidien et ça, c'est super pratique. Après, je vous ai pas détaillé toutes les applications comme Notes, Rappel, etc. qui fonctionnent tout aussi bien en fait. C'est juste que des fois, on les utilise plus ou moins. Moi, je sais que par exemple, l'application calendrier, je l'utilise énormément sur l'iPad. Souvent en écran secondaire, je mets mon calendrier à côté et voilà, je suis super content. Après, il y a d'autres applications comme par exemple Rappel que j'utilise moins, Notes, je l'utilise beaucoup. En fait, comme tout est relié, ou même l'application fichier pour retrouver tous mes fichiers dans iCloud, comme tout est relié avec l'iPhone et le Mac, c'est vrai qu'il y a une très très bonne synergie entre tous les appareils et c'est ce qui est vraiment plaisant au quotidien. Du coup, après un an d'utilisation, je suis vraiment satisfait de ce produit. Ok, on y retrouve quelques points négatifs, mais ils sont tellement minimes par rapport au nombre de points positifs qu'on a. Enfin, je vous ai tout détaillé de toute façon dans la vidéo. Je pense que vous avez très bien compris. J'adore ce produit. Il m'a permis d'apprendre énormément de choses, de créer beaucoup de choses rapidement, facilement. Enfin, je les trouve
tellement de points positifs qu'aujourd'hui, à la base, c'était vraiment qu'une envie. Je m'étais dit, ok, j'ai envie d'un iPad. C'était vraiment comme une pulsion un peu en mode, je vais essayer ce produit, je veux m'en acheter un, je veux m'en procurer un pour mon workflow. Aujourd'hui, je suis en mode, mais comment je pourrais faire sans l'avoir dans mon quotidien, puisque je l'utilise tous les jours, au quotidien pour tout. Il remplace tellement mon iPhone et mon Mac dans tellement de tâches que des fois, j'utilise même plus mon iPhone et je dois avoir 1 heure ou 2 heures de temps d'écran dessus. J'ai très peu de temps d'écran par rapport au temps d'écran que j'ai sur mon iPad, pardon. Enfin, la synergie qui est entre les appareils, ses fonctionnalités, son 120 Hz, son écran et tout, donne vraiment un produit qui donne envie d'être utilisé et envie vraiment de l'avoir au quotidien avec nous. Voilà, j'espère que ce style de vidéo où je vous donne mon avis vous aura plu. J'essaierai d'en refaire d'autres parce que c'est vraiment un format que j'adore. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, mettre la cloche et mettez-moi votre avis en commentaire. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitch, j'essaye de faire des lives assez souvent. Et puis à bientôt!